quel métier peut-on faire quand on a un diplôme de styliste et ou de modéliste en France? Hello, moi c'est Margot. Bon, tu l'auras deviné, je suis styliste modéliste, ça fait 11 ans que je suis diplômée, j'ai fait l'école de mode S-Mode à Roubaix dans le Nord. Aujourd'hui, je suis à mon compte, j'ai d'abord été solopreneur et maintenant je suis chef d'entreprise de la marque Petit Patron, qui est une marque de patron de couture, et j'ai 2 salariés à mes côtés. Mais avant de lancer ma marque, j'ai travaillé dans le milieu de la mode. J'avais un diplôme, il était plus que temps que je découvre les métiers que j'allais pouvoir faire. Quand j'étais étudiante, je ne savais pas encore exactement tout ce qu'on pourrait faire avec ce diplôme. J'ai testé et je vais te raconter ça. J'ai fait une première vidéo, puisque là, tu me regardes peut-être sur YouTube, c'est le média où je suis le plus souvent, mais tu m'écoutes aussi, peut-être, puisque je tente le podcast. Et j'ai décidé de filmer mon enregistrement. Donc, si ça t'intéresse, il y a quelques années, j'ai parlé de mes études, de mes 3 ans en école de mode, j'ai expliqué ce que j'y avais appris, et j'ai présenté un petit peu mes projets d'étudiante pendant ces 3 années. Ça fait des années que je le promets, il était plus que temps. Aujourd'hui, je viens te parler des 5 années avant de me lancer à mon compte, de ces 5 années où j'ai travaillé dans le milieu de la mode à Paris. J'ai fait plein de métiers, je me suis testée à plein de choses, j'ai cherché ma voie avant de laisser tomber puisque c'était pas pour moi. Il est donc temps que je te raconte tout ça, tu vas voir, j'ai plein d'anecdotes. Alors, on y va, c'est parti. Petit retour en arrière, nous sommes le 18 juin 2012. Je viens de finir mes études et j'ai un stage de 6 mois qui m'attend. J'ai obtenu un entretien, et je l'ai eu, dans un bureau de tendance. C'était mon rêve absolu et je suis ravie de démarrer ce stage de 6 mois. Il est 9h, j'arrive à l'accueil de cette entreprise, qui est un bureau de tendance très réputé. Beaucoup de gens m'ont dit « Waouh, quelle chance d'être là-bas !» Moi aussi, je me disais ça. Bon, pas vraiment, en fait. Bon, à l'accueil, j'ai été très bien accueillie. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il m'a très bien accueillie. Et il m'a dit de m'installer confortablement, ça peut être long. Il a appelé ma maître de stage pour le prévenir que j'arrivais, et j'ai attendu 2 heures. Oui, 2 heures. Elle savait très bien que j'arrivais, enfin, sur le papier. Elle avait été prévenue 2 heures avant, mais elle avait des choses à faire, et donc elle m'a fait attendre. Ces 2 heures seront le présage de ces 5 mois de stage, parce que tu vas vite le comprendre, je n'ai pas fait la totalité de mon stage là-bas. Ma maître de stage, je la nommerai pas, quand même. Je sais que beaucoup osent la nommer, moi je ne le ferai pas. Peut-être que certains ont connu et la reconnaîtront, bon, c'est pas trop mon problème. Elle m'a accueillie, si je puis dire, m'a fait monter, elle m'a vaguement présenté l'énorme open space dans lequel j'allais être. Elle m'a montré le bureau enfant, puisqu'elle était au secteur enfant, m'a présenté les 2 stylistes qui travaillaient à ses côtés, et m'a dit « Bon, je suis en rendez-vous, donc tu attends là ». Et ma journée s'est terminée comme ça. Grosse journée, assez stressante, je dois dire, j'ai pas compris, je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose de mal ou pas du tout ?» Donc j'avais rien fait du tout. Le lendemain, j'arrive, je monte direct, du coup je connais le chemin, ça y est. Là je croise une autre étudiante qui avait commencé son stage juste avant moi et qui me souhaite bonjour et bon courage. Bon, heureusement qu'elle a été là pendant, je crois, 2 mois, elle était là. Ça m'a fait passer le temps puisqu'il faut savoir que pendant mon stage je n'ai rien fait. C'est-à-dire que on m'a rien proposé. Déjà, ma maître de stage ne m'a jamais appelé par mon prénom, ou presque. Elle m'a donné un numéro, apparemment c'était classique chez elle, j'étais donc numéro 2. 2 puisque l'autre stagiaire était arrivé avant moi et elle c'était numéro 1. Elle s'embêtait pas vraiment à retenir et à se dire que derrière le statut stagiaire il y avait des êtres humains. Bon, c'était pas trop son truc à elle. Et en fait, pendant pas mal de temps, moi, j'ai pas fait grand-chose. Ma mission principale, c'était d'aller chercher les magazines de presse, mode, art du monde entier. Il y avait une librairie internationale pas très loin. J'adorais cette mission puisque je sortais et je faisais quelque chose. Moi qui ne lis jamais la presse écrite, je l'ai lu non-stop, puisque ça, j'avais le temps. J'ai fait quelques collages, mais je n'ai assisté à aucun rendez-vous. Et je n'ai pas participé à grand chose. Je faisais essentiellement des captures écran sur ordinateur quand j'avais l'autorisation de toucher l'ordinateur.
puisque je devais le faire que quand elle était là. Elle détestait qu'on touche au matériel quand elle n'était pas là, mais elle était tout le temps en rendez-vous. Elle était assez spéciale, et il faut dire que j'ai croisé plusieurs stagiaires, et beaucoup de stagiaires dans cette entreprise, qui m'ont tous dit qu'elle était connue pour être comme ça, hein, et que ça n'avait rien de surprenant. On m'a d'ailleurs, la première semaine, dit bon courage, on verra combien de temps tu tiens. Moi j'ai ri, à ce moment-là j'ai vraiment ri. Je me suis dit bon, faut pas exagérer, faut peut-être du temps pour se faire apprécier. Non, les mois sont passés et honnêtement, je m'ennuyais, mais je m'ennuyais, je triais des papiers, mais je passais plusieurs heures par jour à attendre d'avoir quelque chose à faire. Et à la fois, je ne pouvais pas aller aider d'autres personnes dans le bureau. J'appartenais au secteur enfant. On ne partage pas. Si, des fois, hein, quand vraiment certains stylistes avaient des coups de bourre, ils arrivaient et ils disaient je peux t'en prendre une, s'il te plaît, j'ai besoin. Ouais, t'as qu'à me prendre numéro 2, tu me la rends dans 1 heure. Et là, t'as l'impression d'être une agrafeuse. C'est très valorisant quand t'as 21-22 ans. Toi, ton ego est au max, t'as eu ton diplôme, tu te dis ça y est, je suis prête à travailler. Et bah non, apparemment pas encore. Certes, t'es pas encore totalement prêt. Quand tu viens d'obtenir ton diplôme, on va pas se mentir, tu vaux pas grand-chose, tu ne sais pas grand-chose, t'as encore beaucoup à apprendre. Mais quand même, bon, sur l'été, tout le monde était parti en vacances. Et moi, j'avais accepté de rester. Je sais toujours pas pourquoi, hein, parce que j'ai servi à rien. Mais elle m'avait dit, non, mais il faut qu'il y en ait une qui reste. Donc j'avais dit, moi, je veux bien rester. Mais j'aimerais bien prendre une semaine de vacances en octobre, si c'est possible. Elle m'avait dit oui. Arrive en octobre, je lui rappelle que je souhaite prendre cette semaine. J'y tenais beaucoup, puisque mon petit ami de l'époque partait pour 1 an à l'étranger. Et c'était ma dernière semaine avec lui avant qu'il parte. J'insiste un peu. Elle n'était pas trop ok pour me la donner, mais elle a fini par me la laisser. Donc, c'était longtemps avant de partir, hein. On se rassure, je l'ai prévenu en temps, en heure. Je suis partie faire ma petite semaine, j'avais clairement pas envie de revenir, la boule au ventre. Le lundi, j'arrive, le bureau est vide. Alors, pas tout le bureau, le secteur enfant, mais complètement vide. Là, je comprends qu'il y a quelque chose de bizarre. Du coup, je vais voir dans les autres secteurs, on me dit mais oui, tu sais très bien qu'ils sont partis en Chine. Alors non, je savais pas. Effectivement, ils sont amenés à partir régulièrement chez les clients, et ça à travers le monde. Les stagiaires ne partent pas, évidemment, je trouve ça normal. Mais non, ils m'avaient pas prévenu. Elles avaient oublié que j'existais. Donc la chef est partie avec les autres stylistes, mais je pense que les autres stylistes se sont tout simplement dit c'est bon, elle se sera occupée de donner des missions à Margot. Numéro 2, que dis-je? Non, j'ai passé une semaine à attendre. Je n'avais pas les codes d'ordinateur pour les allumer parce que elle voulait pas qu'on ait les codes, ok. Personne n'avait jamais besoin d'aide parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de travail et il y avait suffisamment de bras dans les autres secteurs. Mais j'étais obligée d'être là pour une question d'assurance, puisque si je ne venais pas travailler, on considérait que c'était de l'absentéisme, et dans ce cas-là, j'étais pas payée. Sauf que moi, j'avais pas demandé à ne pas être là cette semaine-là. Donc, il était hors de question que je perde une semaine sur mon maigre salaire de stagiaire qui à l'époque était de 400 euros. Donc je perdais 100 euros quasiment. Non, j'ai attendu, ça a été une semaine horrible. Et ça a été une semaine qui m'a fait dire que stop, on s'arrête là. Ça sert à rien. Ce stage ne m'apporte rien, ne m'apprend rien et ne me permettra pas d'obtenir un avenir. Donc, j'ai commencé à chercher des autres opportunités. Au retour de ma chef, je me suis assurée qu'elle signe tous les papiers, comme quoi j'avais bien effectué 3 mois de stage, c'était le minimum obligatoire pour valider définitivement mon diplôme. Habituellement, ce papier, on le fait signer à la fin du stage. J'ai prétexté que l'école en avait besoin dès maintenant pour m'assurer d'avoir tout ce qu'il fallait pour valider mon diplôme avant de partir. Je voulais pas mettre en péril mon diplôme pour cette idiote qui ne respecte personne. Une fois que c'était fait, j'ai vraiment commencé à chercher. Je commençais à être un peu malade pour aller passer les entretiens. J'avoue, je commençais à en avoir vraiment ras-le-bol. Et j'ai obtenu un entretien dans une entreprise qui fait du stylisme, enfin, qui fait de la photo, et ils cherchaient une stagiaire en stylisme photo. Une fois que c'était obtenu, j'ai dit ok, c'est bon. Et là, j'ai commencé à tenter de prendre rendez-vous avec ma chef pour lui annoncer que je partais. Parce que je me suis dit, je vais pas claquer la porte du jour au lendemain. Il y a un minimum de respect, j'ai reçu un peu d'éducation, donc je vais la prévenir et je vais lui expliquer aussi. C'est important aussi d'expliquer pourquoi je pars. On sait jamais, des fois les humains peuvent changer. Bon. Lundi, mardi, mercredi, elle ne me répond jamais favorablement à mes demandes de rendez-vous. Il faut savoir que ma chef, je ne la voyais jamais.
Elle courait dans le bureau, toujours en rendez-vous, toujours débordée. Elle avait une passion, et je ne mens pas. Elle convoquait les gens avec qui elle bossait pour faire une réunion de préparation de la réunion, de préparation de la grosse réunion du mois. Et elles étaient là en train de dire « Oh là là, il faut qu'on prépare la réunion de la préparation de la réunion ». C'était insupportable et ridicule. À Paris, ils ont l'obsession de la réunion. Et je croyais que c'était une légende, mais c'est totalement vrai. Donc, je ne la voyais jamais. Elle ne me répondait pas à mes demandes. Le jeudi, je la croise. Je lui dis quand même, j'ai vraiment besoin de vous parler avant vendredi. Je me dis, c'est un bon indice quand même. Non, rien à faire. Margot, je suis débordée. Parce que oui, ça faisait à peu près 2 semaines qu'elle connaissait mon prénom. À la fin, je ne sais pas pourquoi, elle s'est dit, tiens, je vais la nommer. Wow. Mais j'ai pas obtenu de rendez-vous. Vendredi, je me dis, putain, je pars dans quelques heures. Là, il va vraiment falloir que j'annonce mon départ. Je voulais pas l'annoncer aux autres membres de l'équipe avant de le dire à ma chef, parce que je voulais pas que ça pose de problème. Donc là, je savais qu'elle était en entretien toute la journée en réunion, dans les salles de réunion avec un client à qui elle devait présenter le travail. À aucun moment elle a proposé que j'y assiste, comme d'habitude. Ça aurait pu être formateur, mais non évidemment. Donc j'attendais en haut. À un moment, elle est remontée chercher quelque chose, et là je lui dis stop, faut qu'on discute. Elle m'a dit j'ai pas le temps. Je rappelle, on est dans un open space, il n'y a aucun mur, donc tout le monde entend. Elle est debout à son bureau, en train de me râler dessus parce que je lui dis stop. Je suis debout en face, il y a 2 bureaux qui nous séparent, et je lui annonce que je m'en vais, que ça fait 1 semaine que j'essaie de lui dire. Là, elle se met en colère, elle est agacée, je lui fais perdre son temps. Après tout ce qu'elle a fait pour moi, je sais toujours pas, à part me critiquer à longueur de temps, elle m'a critiqué. Quand j'acceptais de prendre des pauses déj au bureau pour finir de coller ces putains de panneaux de merde pour ses clients, elle arrivait encore à juger ce que je mangeais. Quand je rapportais une gamelle de chez moi, ça a pas l'air bon, ça a l'air gras, ça a l'air mal cuisiné. Quand je prenais quelque chose à l'extérieur, oh là là, tu vas finir énorme. Alors il faut savoir que ma maître de stage était loin d'être mince, loin d'être bien habillée, mais qu'elle se permettait de critiquer l'apparence de tout le monde. Ce jour-là, j'en ai pris pour mon grade. Elle m'a dit des choses odieuses, elle m'a dit que je n'avais aucune compétence, aucun avenir, que j'étais quelqu'un d'exécrable, que j'étais grosse, que je ne pouvais pas dessiner des vêtements puisque je ne comprends pas comment on les porte parce que je suis trop grosse, et que tant que je serai grosse, je ne pourrai pas être styliste puisqu'il y a un moment, il faut respecter nos futurs clients en comprenant réellement leurs besoins. Il serait peut-être temps, chère personne de la mode, d'habiller tout le monde. Je dis ça, je le laisse là. Ça a duré longtemps. Je sais pas combien de temps, moi j'ai l'impression que ça a duré des heures, je pense que ça a duré quelques minutes, mais elle m'a vraiment humiliée devant tout le monde. Le bureau entier s'est mis à l'arrêt. Assez choquée de l'avoir fait ça, mais pas surpris. C'est à ce moment-là qu'il y a une des stylistes qui était vraiment sympa. Quand cette chef est partie, elle m'a laissée en plan, je ne l'ai plus jamais revue après ça. Elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, ça te consolera pas beaucoup, parce qu'elle t'a dit, tu le mérites pas. C'était la seule avec qui je travaillais et j'adorais quand elle était au bureau puisque justement je faisais des choses. Elle était vraiment sympa. Donc ce jour-là, ça m'a vraiment réconfortée qu'elle vienne me voir quand même. Surtout que la chef le savait, hein, qu'elle était venue me voir. Et c'était, entre guillemets, un peu risqué parce qu'elle aurait pu aussi se faire un peu engueuler. Elle a été sympa, elle m'a réconfortée, puis à la fin, elle m'a dit, hyper discrètement, elle m'a dit, écoute, tu tapes le nom de ta maître de stage sur Internet et forum. Je pense que ça te fera du bien. Je me suis dit, voilà, c'est bizarre. Ok, je suis partie prendre ma pause déj. Faut savoir que j'ai fini la journée, quand même. Je sais pas pourquoi. L'après-midi, je me suis occupée de gérer les paperasses. Je suis allée au bureau administratif pour annoncer mon départ, signer les papiers, etc. Et le soir, je suis allée voir. Il existe, du moins à l'époque, c'était il y a 10 ans, un forum écrit par que des anciens stagiaires de cette personne qui hurlent, qui disent tout ce qu'ils pensent. C'est horrible. Et tout ce qu'ils ont raconté, je l'ai vécu. Et là, j'apprends qu'en fait, les gens tiennent moins de 3 mois en stage avec elle, tellement elle est odieuse et irrespectueuse avec les gens. Ça m'a fait du bien. Moi, j'y ai pas participé. Je me suis dit non, je passe à autre chose, c'est bon. Je perds pas plus de temps pour cette personne. J'ai mieux à faire, j'ai une vie à construire, donc on passe à autre chose. Ça m'a fait beaucoup de mal. Ça n'a fait que augmenter mon mal-être dans le milieu de la mode, puisque pendant mes études, j'ai adoré étudier. J'ai trouvé que c'était passionnant, les métiers que j'ai appris, mais j'ai détesté l'humain. La mentalité, le diable s'habille en Prada est réelle,
les gens vous descendent, vos profs sont odieux avec vous en vous disant « De toute façon, ça sera horrible après, on vous prépare, faut vous endurcir. » On me l'a dit 1 milliard de fois. Alors, bonjour, Margot d'il y a plus de 10 ans. Sache que depuis, on t'a dit que tu étais hypersensible et que tu n'y peux rien si tu es sensible et que c'est aussi une force. Prends-le. Et à toutes les personnes qui sont sensibles, n'essayez pas de vous endurcir. C'est la société qui doit changer, c'est pas vous. Et ça, j'aurais aimé qu'on me le dise à l'époque et j'aurais aimé savoir que c'est possible. On peut continuer à vivre sans être odieux. Et je me suis fait une promesse, je ne traiterai jamais mes stagiaires et mes salariés comme on m'a traité à l'époque de Paris. Des fois, je suis peut-être trop cool avec eux, mais je ne recommencerai pas et je ne supportais pas quand on me disait « Oui, je sais, je suis très dure avec toi, mais tu sais, on a fait pareil avec moi et j'ai survécu. » Et cette phrase, je l'ai détestée et je l'ai entendue 1 milliard de fois. Donc, moi, après mon expérience en bureau de tendance, mes rêves se sont effondrés. Clairement, moi qui rêvais de faire carrière là-dedans, plus jamais on m'en reparlera. Je ne veux plus y aller. J'ai enchaîné des petits stages qui ont été ultra intéressants, qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi aussi et qui m'ont fait découvrir plein de métiers. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir que quand on a un diplôme de styliste modéliste, on n'allait pas forcément être styliste ou modéliste. On peut faire plein d'autres métiers et on n'a jamais parlé pendant mes études. Et ça, je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi on ne parle pas plus des métiers. J'ai plein de stagiaires aujourd'hui dans mon entreprise qui arrivent et qui me disent bah, « Je sais pas, je veux être styliste. » Mais c'est quoi styliste? Tu peux faire plein de choses. Donc je peux pas parler de tous les métiers, mais je vais vous parler de ce que j'ai fait, de ce que j'ai testé, si j'ai aimé, etc. Donc, dernier stage de ma carrière de stagiaire, ça a été dans une entreprise d'image qui crée des campagnes publicitaires pour des clients dans le milieu du maquillage et de la mode. Donc moi, j'ai eu un stage de styliste photo. J'ai assisté le styliste principal, qui avait plein de campagnes en simultané, qui avait vraiment besoin d'aide pour un peu avancer sur tout ça. La campagne qui m'a le plus marquée, c'était pour une marque de maquillage. Et là, en fait, il fallait construire un look et trouver les accessoires qui évoquaient l'ambiance que l'équipe de direction artistique avait décidé pour cette campagne. Ils avaient en tête un esprit très cabaret parisien, esprit nuit, femme fatale, et donc il fallait que je trouve tout ce qu'il fallait, les vêtements et les accessoires pour ce shooting. Moi, je m'occupais que du stylisme. Et là, les galères commencent. Pas de budget. Il n'y a jamais quasiment de budget. Donc il faut se débrouiller. Il faut se faire prêter, il faut trouver à tout petit prix, il faut essayer de rendre au maximum après les objets. Quand on a un styliste avec une réputation, c'est assez facile d'emprunter auprès des studios de presse, mais nous, c'était pas le cas. Donc c'était vraiment de la débrouillardise. Et c'est là qu'on me dit, il faut absolument on veut des gants en rési. Le photographe veut ça. Moi, j'étais, ah mon Dieu, mais où est-ce que je vais trouver des gants en rési? Ça faisait finalement que quelques mois que j'étais à Paris, donc je connaissais en plus très mal la ville. Donc là, j'étais un peu perdue. Les équipes m'ont aidée, ils étaient très cool. Ça m'a vraiment changé de mon expérience passée. Et ils m'ont dit, mais en fait, tu vas en trouver dans un quartier qui s'appelle Pigalle. C'est le quartier des sex shops. Et là, je me suis dit, oh là là! Ah, je suis partie une après-midi dans ce quartier que je connaissais pas. J'ai fait plus de 10 magasins pour trouver ces gants. J'ai découvert beaucoup de choses que j'aurais aimé ne pas découvrir. J'étais extrêmement mal à l'aise, mais honnêtement, aujourd'hui, ça me fait rire. Puis ça m'a appris un petit peu à me débrouiller, parce que moi qui suis très très timide, qui ose pas trop quand je connais pas, là, j'avais pas le choix, j'avais quelques heures pour trouver tout ce qu'il me fallait, donc j'ai arrêté d'avoir peur, je me suis lancée. Je me suis ouvert à un monde que je connaissais pas beaucoup. Bon, j'avoue, depuis, je suis pas retournée, mais ça reste très intéressant quand même. Et à la fin de cette semaine-là, j'ai fait le shooting et vraiment, il m'a marqué parce que l'équipe était cool. C'est là que j'ai découvert le métier styliste photo. Je le connaissais pas avant d'avoir fait cette expérience et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais super envie d'essayer. Donc j'ai commencé, je me suis mis à mon compte, j'avais déjà créé une micro-entreprise à l'époque, c'était les tout débuts d'ailleurs, et j'ai tenté de travailler dans ce milieu-là. Mais j'ai très vite découvert que la mode a un défaut, au prétexte que c'est artistique, que c'est ta passion, tu n'as pas forcément besoin d'être payé. En fait, énormément de missions que l'on fait
ne sont pas rémunérés et on te dit tu auras des belles photos pour ton book, ça te fait de l'expérience, tu crées ton réseau, c'est incroyable. Tu passes des heures à travailler gratuitement. Et dans le stylisme photo, c'est typique. Ils sont très très rares les stylistes qui gagnent leur vie grâce à ça. Certains le gagnent parce qu'ils ont une très très belle carrière, mais ils sont quelques-uns, on les compte bientôt sur les doigts d'une main. D'autres ont plusieurs missions en parallèle et s'éclatent plus au stylisme photo qu'ils ne vivent de ça. Donc j'ai essayé un petit temps, moi j'ai trouvé ça fatigant parce que l'une des caractéristiques c'est qu'il faut être disponible tout de suite et maintenant. À Paris, on n'a pas le temps et on ne s'organise pas. On a envie de quelque chose, on le fait maintenant, donc on t'appelle, demain on a un shooting à 23h, faut tout ça. Et tu te débrouilles. Et t'as quelques heures. Et moi à l'époque, j'avais quand même besoin de manger, donc j'avais aussi un job alimentaire peu intéressant en vente. Et du coup, je faisais mes journées de vente et le soir, je courais trouver tout ce qu'il me fallait. Je me retrouvais en shooting très souvent de nuit, puisque les studios étaient beaucoup moins chers la nuit. En fait, on peut shooter 24 heures sur 24 dans certains studios. Et suivant l'horaire, le prix change. Donc, quand c'était des tout petits budgets, on se retrouvait la nuit. Et donc, très souvent, j'ai fait des shootings de 23h à 4h du matin. Et à 9h, j'étais à la boutique pour vendre. Donc, c'était assez fatigant. J'avais des missions assez intéressantes. J'ai rencontré du monde. J'ai croisé des gens connus, évidemment. Mais c'est vrai que je me suis vite rendu compte que c'était pas la voie que je voulais, parce que j'ai beau aimer l'aventure, là c'était trop pour moi, et la précarité dans laquelle j'étais me disait que je pouvais pas continuer. J'avais une amie qui avait un parcours un peu différent. Elle a eu la chance de par une connaissance, avoir un stage auprès d'un très grand styliste photo qui avait une belle réputation. Et elle a réussi à grimper, mais il faut savoir que 10 ans après, elle a arrêté, trop fatiguée. C'était quand même trop épuisant comme vie, quotidien. Mais à cette époque, ce qui était assez intéressant, c'est que on est indépendant dans ces voies-là, on est ce qu'on appelle un freelance. Donc on n'est pas salarié, les clients nous appellent pour une mission et c'est tout. Ils n'ont pas obligé de nous rappeler après. Et donc quand elle n'était pas disponible, puisqu'elle avait plusieurs missions en simultané ou qu'elle prenait des vacances, c'était moi qui la remplaçais. En fait, ce qui l'intéressait, c'est que moi, je ne comptais absolument pas faire carrière dans ce milieu-là. J'avais déjà compris que ça m'intéressait pas, mais je connaissais un petit peu les bases du métier, donc j'étais capable de la remplacer. Et donc, quand elle n'était pas disponible, j'allais la remplacer. Les clients, à force, me connaissaient parce qu'ils savaient que j'étais la deuxième Margot, puisqu'elle s'appelle Margot. Et l'avantage, c'est que quand elle revenait, je lui piquais pas le job, puisque c'est une des réalités quand on est freelance, c'est que si on vous appelle, que vous n'êtes pas disponible, le client, il a besoin de vous maintenant, donc il va appeler quelqu'un d'autre. C'est normal. Et bien en fait, après, il va probablement tout le temps rappeler cette nouvelle personne, s'il en est content. C'est pas forcément contre vous, c'est juste la réalité. En fait, il a commencé à travailler avec une nouvelle personne, il y a eu du sang neuf, c'est nouveau, et hop, c'est parti. Et donc, pour éviter de perdre trop de clients parce que des fois elle n'était pas disponible, elle m'avait en renfort, j'assurais la mission, c'était moi qui étais payée évidemment, mais par contre, si on me rappelait, je leur disais mais rappelez Margot, elle est dispo. Et donc on s'est plutôt bien entendu, on a fait ça quelques temps. Et l'une des missions que j'ai fait, qui là du coup était rémunérée, et qui va peut-être mettre des paillettes dans les yeux de certains, et pourtant, je travaillais pour alors des grands magasins. Donc nous c'était un grand magasin américain, mais dans les locaux des grandes maisons de luxe. Je suis rentrée par la petite porte dans beaucoup de maisons de luxe qui sont très connues et tout le monde sait les citer, même si je ne les citerai pas précisément. Je ne sais jamais jusqu'où on a le droit de citer ou non, donc on est souvent très discret pour éviter de poser des problèmes, mais sachez que c'est globalement des grands noms. Et en fait, pendant les Fashion Week, les grands magasins du monde entier qui revendaient ces marques-là avaient besoin de récupérer les photos des nouveaux produits le plus vite possible pour les mettre en vente le plus vite possible, puisqu'il y a une course à la rapidité, à celui qui a déniché la pépite le plus vite. Et donc, durant les Fashion Week, il y avait certes les défilés, mais il y avait aussi les showrooms. Donc c'est des lieux où on rassemble toutes les nouvelles collections, et toutes les personnes influentes de ce milieu-là viennent les voir. Donc ça va être évidemment les grands clients, riches, etc. Ça va être les acheteurs de magasins, c'est eux qui vont dire tiens, ça c'est génial, c'est le hit bag de l'année prochaine, donc je le prends, on y va. Donc il fallait qu'ils les découvrent en avant-première. Toute la presse, évidemment, Anna Wintour et compagnie,
il faut bien qu'ils aillent voir quelque chose. Donc, il y avait ces lieux qui permettaient de rassembler tout le monde. Et comme tous les objets étaient rassemblés à ce moment-là, ils en profitaient pour les photographier. Et c'est pas la maison qui photographiait. En fait, chaque grand magasin faisait ses propres photos. C'est quelque chose que j'ai pas toujours compris, mais c'est comme ça. Et du coup, nous, on était missionnés pour aller faire les photos. Il ne fallait pas déranger les clients, donc on devait le faire de nuit, encore une fois. On arrivait assez tard dans la soirée. Certaines maisons de luxe nous faisaient travailler très très tard. Il m'est arrivé de sortir vers des 4h du matin de ces missions-là. Et dès qu'il n'y avait plus personne dans les pièces, ça y est, on s'installait. Il y avait une armée de photographes et leurs stylistes qui déboulaient. Ils installaient des mini-studios un peu partout, dans chaque coin, c'était au millimètre près. Et là, on avait tous une série de choses à shooter, donc c'était chacun savait ce qu'il devait faire. Et on enchaînait les photos. Donc nous, on était aux accessoires, sacs et chaussures. Et pendant des heures à la chaîne, il fallait faire tout le temps les mêmes prises de vue, de face, de côté, de dos, la semelle, etc. Intérieur du sac, on jouait avec les ficelles et compagnie pour que tous les objets se tiennent parfaitement bien sans qu'il y ait une seule main. C'était à la chaîne. C'était à la fois... Moi, j'adorais les premières heures. À la fin, j'en pouvais plus. J'avais mal partout. Je m'ennuyais parce que c'est toujours la même chose. Après, c'était rémunéré. J'étais très contente. Par contre, j'aurais pas fait ça pendant des années. Là, j'étais contente. C'était le moyen de travailler dans le milieu de la mode à l'époque à Paris. Et puis, les loyers étant très chers, moi, en plus de mon job alimentaire, j'avais besoin d'autres missions. Je pouvais pas payer mon loyer juste avec un SMIC de vendeuse. Donc, j'avais plein d'autres missions. Bon, après ces missions-là, j'en ai fait d'autres qui sont assez connues, comme par exemple habilleur sur les défilés. Je crois que c'est l'un des métiers classiques qu'on fait quand on est étudiant ou tout jeune diplômé, que j'ai vraiment bien aimé. Je le ferai plus aujourd'hui. De toute façon, c'est plutôt quelque chose qu'on fait quand on est très jeune. Mais c'était intéressant. Habilleur, on est dans les coulisses pendant les Fashion Week, encore une fois. Et on aide ou on habille entièrement le mannequin. Et en fait, il a besoin de nous puisque souvent il a plusieurs passages et il faut être très très rapide. Les personnes qui sont dans le public ne doivent pas attendre que le mannequin soit habillé et pourtant ça s'enchaîne très très vite. Donc en fait il y a des petites souris derrière. On est très nombreux à coiffer, maquiller, habiller les mannequins. Donc c'est assez marrant, on découvre plein de maisons de couture, on voit les vêtements de près, on croise des mannequins très connus. Moi, une fois, j'ai eu l'occasion, il faut savoir que j'ai finalement échangé avec une autre fille, on m'avait mis sur Kendall Jenner chez Chanel, mais en fait, je ne parle pas anglais et du coup, j'ai laissé d'autres filles prendre ma place parce que je suis pas quelqu'un qui a... Enfin, les stars, je m'en fiche un petit peu, je l'avoue. Et j'avais trop peur de pas comprendre. Et comme c'était une méga star, il fallait être aux petits soins. Et il fallait pas l'énerver. Enfin, globalement, on nous le dit, les mannequins super connus, il faut vraiment les chouchouter à mort. Certains sont hyper sympas, d'autres sont des vrais divas. Donc, moi, je me suis dit, non, c'est bon, prenez ma place, je l'ai vu, c'est bon. J'ai fait une mannequin que je connaissais pas, ça s'est mieux passé. Elle parlait pas anglais, je parlais pas anglais, donc on s'est pas compris, c'était génial. Mais voilà, les coulisses, c'était comme ça, c'était assez amusant, c'était un peu stressant, c'était très mal payé, puisqu'en fait, on vous fait arriver des heures à l'avance, mais on vous paye quasiment pas... Enfin, on vous paye qu'une toute petite partie du temps sur lequel vous êtes présent. Après, ça reste super, vous découvrez. Ça ne vous ouvre pas les portes de la mode, c'est pas parce que vous êtes habilleur que vous allez pouvoir déposer un CV pour arriver dans les bureaux de création. Clairement, c'est des boîtes d'intérim, vous n'avez pas le droit de parler aux équipes créa. En fait, vous ne pouvez parler quasiment que à la boîte d'intérim, vos chefs à vous. C'est assez strict. Évidemment, vous ne parlez pas aux grands créateurs. Des fois, ils peuvent vous croiser. Par exemple, Karl Lagerfeld chez Chanel était incroyable. Il passait dans toutes les pièces en coulisses pour remercier et féliciter tout le monde. Alors, ça m'a toujours fait rire parce qu'il a toujours eu une image très dure et froide, alors qu'il était plutôt sympa. Et à l'inverse, et du coup là je ne me permettrai pas forcément de dire qui, il y a un créateur qui est très connu, qui est réputé être très sympa et qui est juste odieux en coulisses. Et Noémie l'a croisée, elle aussi, non pas en tant qu'habilleuse, mais en tant que couturière, et elle a eu la même expérience que moi. Donc on ne se fie pas à l'image publique. Bon, ça c'était les petites missions, les métiers qui font un peu rêver, mais qui sont peu rémunérateurs et surtout qui ne sont pas réguliers. Moi je pouvais pas payer mon loyer avec ça et il n'y avait pas vraiment de carrière à faire là-dedans. Donc comme
tout étudiant qui venait d'être diplômé, j'ai commencé à chercher du travail de salarié pour me faire une vraie expérience. J'ai postulé 1 milliard de fois et j'ai découvert, on me l'avait dit, mais le secteur est saturé. Il l'était à 10 ans, il est encore pire aujourd'hui. On est des centaines à se battre à chaque fois pour un poste. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en étant chef d'entreprise, certes plutôt dans le côté loisir créatif, mais on se rapproche quand même de la mode, on fait du patron de couture, dans une toute petite ville à côté de Lille, donc on n'est pas à Paris, quand je vois la quantité de candidatures que je reçois, je me dis qu'à Paris, ça doit être énorme, puisque moi, pendant toutes mes études, on m'a dit, si tu veux bosser, va à Paris. C'est vrai que le plus gros des emplois sont à Paris, mais il faut savoir qu'il y en a ailleurs et qu'il y a moins de concurrence ailleurs, donc faut pas se forcer si on n'a pas envie d'aller à Paris. Donc j'ai postulé 1 milliard de fois, j'ai rarement eu des entretiens, mais je me souviens d'une fois où j'ai demandé au recruteur, je sentais que je n'avais pas le boulot, mais je me suis dit, il faut demander sur quels critères il recrute déjà, et si on était nombreux. Et en fait, il avait reçu, je crois, 800 candidatures, je trouve ça énorme. Il avait décidé d'en recevoir je ne sais plus combien, mais beaucoup, je trouve ça courageux, parce que ça prend beaucoup de temps. Et là, moi, il m'avait dit que j'avais plutôt un bon profil, je correspondais plutôt bien à l'entreprise. Par contre, je ne parlais pas anglais. Et à chaque fois, je perdais dans la bataille parce que je ne parle pas anglais. Et si je peux donner un conseil à tous ceux qui ont envie de travailler dans le milieu de la mode, l'anglais est inévitable. Encore aujourd'hui, en tant qu'indépendante, j'ai créé ma propre boîte, j'ai entre guillemets mes propres règles. L'absence d'anglais est un vrai problème au quotidien pour nous. Tout se fait en anglais et en fait à Paris, très souvent, le travail peut se faire en anglais parce que les équipes viennent du monde entier. Vous allez avoir des collègues du monde entier qui voyagent sans arrêt. Et puis le DA, s'il est un peu connu, ben forcément, il n'est pas français obligatoirement. Donc l'anglais est partout. Les usines ne sont jamais en France quasiment. Donc vous êtes tout le temps en train de monter des dossiers techniques en anglais. Et du coup, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma voie parce que je n'avais pas l'anglais. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Un jour, j'ai quand même obtenu un job. Ça y est. Bon, pas salarié. Forcément. C'était conseillère en style pour une jeune start-up. Donc, c'est les boîtes qui se lancent avec des gros budgets, qui montent très vite. C'est un peu la mode ces derniers temps. Leur concept, c'était de proposer du conseil en style, mais uniquement par Internet. On ne voyait pas le client, on ne faisait pas les magasins avec le client. Donc, ils avaient mis au point tout un questionnaire qui permettait aux stylistes d'identifier un petit peu la personnalité et les besoins du client. Il fallait en quelques heures constituer un dressing avec des marques partenaires en ligne pour satisfaire le client. Donc en fait, je n'étais payée que si je prenais une mission. Moi à l'époque, j'avais plus de job alimentaire, donc j'étais hyper disponible, donc j'étais la plus rapide, j'avais souvent les missions. Et c'était super intéressant, j'adorais ça, et nous avons Didi qui vient. Donc Didi, c'est mon chat que je vais bouger puisqu'elle va se frotter au micro. Ceux qui me regardent sur YouTube la voient. J'ai évacué le chat. Donc j'étais très souvent en charge de la mission. Ça me prenait quand même quelques heures, il fallait fouiller pour faire les meilleures propositions possibles. Et vous allez rire, mais c'est la réalité dans le milieu de la mode. J'étais payée 6 € brut pour ça. Et quand je dis brut, c'est que j'étais indépendante, donc freelance, à l'époque en micro-entreprise. Je devais enlever en plus de ça 25% de charge. J'étais payée une misère. Mais cette mission, elle m'a apporté quelque chose de très intéressant, c'est que ils étaient plusieurs à avoir fondé cette boîte et certains avaient décidé de quitter l'aventure, ils étaient trop nombreux à la tête de la boîte. Donc une personne qui du coup m'a appelé, m'a dit moi je veux te recruter dans ma nouvelle boîte. Elle était en train de lancer une entreprise dans la lingerie et elle m'a proposé de la rejoindre. J'ai du coup proposé qu'on embarque aussi une autre styliste qui était très sympa dans l'équipe, qui était devenue une amie avec le temps et qui, je trouvais, était hyper complémentaire. Et on s'est embarqué dans cette aventure. Ça a été incroyable. Je me suis éclatée. Pendant 9 mois environ, j'ai littéralement créé la marque d'un point de vue styliste. Alors, j'ai pas tout fait, hein, mais moi, avec cette amie, on a dessiné les modèles, imaginé
toute la cible client. On a travaillé vraiment, on a travaillé avec l'usine en France qui s'occupait de ça. Enfin, on a appris le métier de styliste comme la plupart des gens l'imaginent et c'était super intéressant. Par contre, qui dit start-up, dit pas un rond, dit on n'a quasiment jamais été payé. On a attendu des plombs pour être payé et un jour, moi j'ai claqué la porte, j'en avais ras-le-bol. Je sentais qu'on n'aurait jamais de rémunération. Ils nous promettaient des emplois qu'on ne voyait pas arriver. Enfin, on a arrêté d'y croire et on est parti. Bon, c'est un grand débat cette expérience-là, mais j'en retiens quand même que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris les débuts de l'entrepreneuriat. J'en rêvais depuis des années, vraiment. Je savais, depuis que j'étais petite, je disais que je voulais avoir ma propre marque, bon, avec des mots d'enfant à l'époque. J'ai toujours eu cette envie-là, et là, je l'ai touchée un peu, puisque j'ai découvert un peu comment on montait une entreprise, et j'ai découvert des aspects que je ne connaissais pas, que la plupart des gens ignorent quand ils veulent se lancer, toutes les difficultés de l'entrepreneuriat. Donc j'ai touché ça et je me suis dit, mais c'est génial, mais j'ai encore besoin d'apprendre. Ok, je sais faire du modélisme parce que en parallèle, je faisais plein de missions d'indépendante pour des petites entreprises. Je développais les patrons pour ces marques-là. Je donnais des cours aussi de couture, je venais de commencer. Je faisais plein de petites missions pour revivre. Mais je sentais qu'il fallait que j'apprenne aussi la partie commerce, vente, etc. Et là, par le biais d'une expérience professionnelle, j'ai croisé une créatrice de bijoux qui justement cherchait une vendeuse assistante, parce qu'elle était toute seule et qu'elle voulait ouvrir une deuxième boutique, et donc elle cherchait quelqu'un d'assez polyvalent. Et donc l'aventure a commencé et pendant un peu moins de 2 ans, j'étais vendeuse principalement, je l'assistais à la création des bijoux, et elle m'a un peu montré les coulisses de l'entrepreneuriat et la réalité. Elle m'a appris plein de choses. Alors, bon, je me suis vite ennuyée dans mon métier de vendeuse parce que la boutique ne marchait pas, donc il n'y avait jamais personne dans la mienne. La sienne marchait bien, donc j'étais contente quand je devais aller faire du renfort là-bas. Mais j'ai trouvé que cette expérience avait été très intéressante parce que j'ai découvert tout le rapport au client. Et là où j'aurais pu me dire, j'ai fait des études de mode qui ont coûté un bras et je suis vendeuse, c'est nul. Mais finalement, je suis très contente d'être passée par là. De toute façon, j'en avais besoin. On ne peut pas créer son entreprise si on part de zéro. Déjà, il faut avoir au moins une des compétences vraiment bien acquises, c'est-à-dire qu'on s'est formé professionnellement avec des études, ou alors on a une très solide expérience de plusieurs années. Sinon, c'est quasiment impossible de réussir. Quand on entreprend, il faut faire plein de métiers. Et en fait, ce que ça m'a appris mes années parisiennes, c'est que, un, je ne voulais pas travailler dans la mode. J'avais pas l'esprit pour ça. Que deux, j'aimais pas Paris. J'ai détesté vivre à Paris, ce bruit, ce monde, cette fausseté, c'est pris, c'est pris, c'est pris. Euh, L'humain est secondaire. J'étais pas faite pour ça. Je suis pas quelqu'un qui fait la fête, donc j'avais pas grand chose à apprécier là-bas, si ce n'est le théâtre que j'ai trouvé génial. Donc, moi, ces années de galère m'ont permis de me rendre compte qu'il était temps de partir de Paris, mais aussi j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'il fallait se débrouiller, j'ai pris confiance en moi, j'ai découvert plein de corps de métier, j'ai approfondi des compétences et j'en ai découvert des nouvelles. J'ai compris aussi que pour réussir, il fallait beaucoup de réseaux, qu'il fallait beaucoup travailler et qu'il fallait pas avoir peur. Alors c'est loin d'être facile encore au quotidien, mais j'ai été contente de toutes ces expériences-là. Et là, je me suis dit, ça y est, euh, j'arrête. En fait, quand j'étais vendeuse, je fabriquais les bijoux et un jour j'ai eu un problème. Mes mains se sont bloquées. J'avais fatigué mes mains à force de fabriquer les bijoux et j'ai su que je devais arrêter. Et le temps d'arrêter, mettre fin au contrat, je me suis dit, là, maintenant, tu te lances. Et c'est là que j'ai décidé que Paris, c'était fini. J'ai lancé mon blog Couture Débutant, que j'anime toujours aujourd'hui, la preuve, vous m'écoutez, ou vous me regardez sur YouTube. Et quelques mois plus tard, j'ai lancé ma marque de patron, Petit Patron. Ça fait plus de 7 ans aujourd'hui, et je suis toujours là. D'ailleurs, à l'époque, j'étais toute seule, je l'ai lancé sous un statut de micro-entreprise. Quelques mois après l'avoir lancé, j'ai quitté Paris le temps de me mettre en place. Je suis rentrée chez mes parents. Ça sera une autre aventure à raconter très clairement. Et aujourd'hui, la micro-entreprise est devenue une société. J'ai 2 salariés à mes côtés depuis plusieurs années. On a en ce moment une freelance en plus qu'on espère embaucher un jour et même une stagiaire de 6 mois qui vient découvrir le métier avec nous aujourd'hui. Cette aventure, elle a été très intense, très riche, mais honnêtement, je ne regrette rien. Alors voilà, ça c'était mon expérience dans le milieu de la mode.
J'ai même pas eu le temps de tout raconter tellement il y a d'anecdotes. Mais quelques années plus tard, je l'ai fait. Je suis enfin venue raconter ce qui s'est passé après mes 3 ans d'école de mode. Je pense que la prochaine fois, on parlera de la création d'entreprise. Puisque ça aussi, forcément, en ces temps, j'ai vécu pas mal d'aventures et d'ailleurs, j'en vis encore énormément aujourd'hui. Alors, merci si tu m'as regardé jusqu'à la fin ou écouté jusqu'à la fin. J'espère que tu as pensé à t'abonner et je te dis à très bientôt. Moi, c'était Margot. Tu peux me retrouver sur couturedebutant.com ou couturedebutant.fr, que dis-je, pour mon blog et petitpatron.com pour les patrons de couture. À bientôt!